Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence si nombreux pour ce premier rendez-vous des éclaireurs, premier rendez-vous de l'été pour lequel j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Marilène Pasouatis. Alors merci beaucoup de votre venue à Brest. Merci à vous. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et spécialiste des comportements des Néandertaliens et des premiers hommes. Vous êtes d'ailleurs commissaire de la grande exposition sur Néandertal présente actuellement au Musée de l'Homme à Paris. Et puis vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages et articles, de livres également pour la jeunesse, et tous participent à faire connaître les recherches menées en préhistoire. Alors parmi ceux-ci, on peut citer notamment Néandertal, une autre humanité, Préhistoire de la violence et de la guerre, ou encore Mangeurs de viande. Et puis en janvier, vous avez publié un magnifique dictionnaire qui s'appelle donc Néandertal de A à Z, paru aux éditions Alary, et il fait le point sur les dernières découvertes scientifiques sur l'homme de Néandertal et rend à cette hominidé la place qui est la sienne dans l'histoire humaine. Alors, l'homme de Néandertal, il a vécu donc en Eurasie de moins 350 000 ans à moins 35 000 ans environ. Et depuis sa découverte au XIXe siècle, il a longtemps été considéré comme un sous-homme ou un homme dégénéré. Et il a fallu attendre les décennies les plus récentes pour qu'advienne sa réhabilitation. Alors, bien entendu, nous nous pencherons sur cette histoire au cours de cette rencontre. Mais avant de plonger dans cette histoire passionnante qui dit beaucoup de notre rapport à l'autre, à l'altérité, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a mené sur les traces de Néandertal jusqu'à en faire votre principal sujet d'étude? Alors déjà, je voudrais vous dire bonsoir et je vous remercie beaucoup d'être là et je remercie beaucoup cette magnifique librairie parce que honte à moi jusqu'à la 7e génération, c'était ma première venue à Brest. Non mais j'ai prévenu. Et je suis ravie parce que vraiment, j'aime beaucoup le Finistère. Je dois vous dire, pour moi, je trouve que c'est un pays très fort parce que je connais quand même la Bretagne et le Finistère. Donc vraiment, un grand merci de me donner cette opportunité. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que dans ma carrière, je fais beaucoup de recherches à l'étranger. Donc c'est vrai que je suis beaucoup, j'étais un peu moins maintenant, parce que je dirige une équipe de recherche, mais avant je faisais beaucoup de terrain, des terrains lointains. Donc j'ai beaucoup travaillé en Europe centrale, donc tous les pays d'Europe centrale, par exemple la Hongrie. J'étais aussi en Pologne et beaucoup en Ukraine, en Crimée, en Sibérie. Donc des pays lointains, et c'est vrai que ça occupe pas mal de temps. Et j'en profite pour vous dire que le préhistorien, et je vais revenir à votre question, je ne vais pas me défiler, mais préhistorien, c'est important, et archéologue en général, il faut faire du terrain. Ce qui compte, c'est vraiment le terrain, c'est-à-dire aller faire des fouilles. Parce que tout ce qu'on va déduire, c'est à partir de ces fouilles et des objets qu'on sort de ces fouilles. Sinon, on vous raconte des belles histoires. Voilà, pour nous, c'est très important. C'est vraiment c'est là qu'on va faire ces fouilles, qu'on va découvrir les outils taillés, qu'on va découvrir les déchets de taille justement de ces outils, des squelettes humains quand on a beaucoup de chance, parce qu'on n'a pas toujours des squelettes humains dans tous les habitats qu'on découvre. Les ossements des animaux qu'ils ont mangés, les pollens pour savoir l'environnement, etc., etc. Qu'on peut faire les datations, les sédiments. Et ça, c'est très important. J'insiste sur ça parce que, si vous voulez, c'est ça la recherche. C'est aussi, et la passion de cette recherche, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est-à-dire qu'on monte toute une équipe, on monte tout un dossier pour financer les fouilles, etc. On commence à fouiller. On sait qu'il y a des choses, parce que quand même, on ne va pas fouiller au hasard, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et je crois qu'il y a aussi ça qui est intéressant, parce que la recherche, c'est aussi d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir le doute. C'est-à-dire que, voilà, demain, on peut trouver quelque chose de très important qui ne peut pas modifier, évidemment. Maintenant, on a quand même des choses bien connues qui sont vérifiées, mais peut-être des nouveautés, des nouveaux regards. C'est ce qui s'est passé avec Néandertal. Ces dernières années, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, en ce moment, nous avons la chance de vivre dans une période où on a beaucoup de moyens d'investigation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de moyens techniques sophistiqués pour faire des analyses poussées. Notamment, vous avez tous entendu parler, l'ADN ancien. Donc maintenant, en plus, les vestiges qu'on sort de ces fameuses fouilles, on a plein de moyens de les faire parler. Et donc tout ça, c'est important.
Et cette passion de la découverte, peut-être de quelque chose de sensationnel, ce qui motive, hein, c'est un petit peu le côté Indiana Jones. Donc, qui est important, qui est un moteur, évidemment, on le fait pas. Parce que justement, on a envie de savoir, ah, peut-être je vais trouver quelque chose, etc. Ou peut-être je vais trouver quelque chose qui va répondre à la question que je me pose depuis des années. Et ça vient de loin, et ça vient de la curiosité. Et je suis venue à la préhistoire justement par cette curiosité depuis la jeunesse. Moi, j'avais, bon, dans la région parisienne, il y avait des fossiles. Et on me dit, ah ben ça, c'est des fossiles, des coquillages marins. Ah, des coquillages marins, vous savez, quand vous avez 10 ans, comment ça se fait? Il n'y a pas la mer, pourquoi des coquillages? Et toute cette curiosité, on se pose des questions, on va chercher plus loin, il y avait la mer, après la dérive des continents, etc. Donc tout petit à petit, voilà, c'est un cheminement. Et je crois que c'est la curiosité. Et ça m'a fait aller. Bon, moi, je suis une formation de physique, chimie, biologie, géologie, hein, comme on dit, les sciences dures. Et après, j'ai été amenée vers les sciences humaines. Mais ce qui est très important, c'est voilà, c'est à la fois cette curiosité et l'envie. Voilà, peut-être je vais trouver quelque chose d'incroyable. Je crois que c'est vraiment le moteur. Et c'est ce qui vous a mené donc sur les traces de Néandertal. Et c'est exactement ce qu'on va faire pendant cette rencontre, partir sur ces traces. Alors, peut-être qu'on peut commencer par sa découverte, finalement, au 19e siècle, en 1856, c'est ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette découverte et surtout les concepts et idées qui ont fait qu'on a eu cette vision de Néandertal pendant très longtemps? Tout à fait. Alors, ce qui est vraiment très important, là aussi dans la recherche, et quand on étudie l'histoire de cette... Par exemple, si on fait l'histoire de la préhistoire, qu'on repense à nos prédécesseurs, préhistoriens prédécesseurs de la fin du 19e et du début 20e, il faut se remettre dans le contexte. Et là, je vous dis ça, pourquoi? Parce que là, Néandertal, on en trouve déjà en 1829, on en trouve notamment à Gibraltar ou en Belgique, à Angis, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est, on les met dans des ossements, on les met dans les tiroirs. Et puis en 1856, il y a dans une carrière qui est exploitée, il y a des ouvriers qui donnent un coup de pioche et paf, ils tombent sur des os, notamment une calotte. Et puis, ils pensent que c'est des os d'ours des cavernes, parce qu'il y avait beaucoup d'ours des cavernes, des ossements dans les grottes, notamment des grottes dans les carrières comme ça. Et donc, ils se pensaient, puis après, ils vont voir le médecin, et il dit non, c'est des restes humains. Donc, il est trouvé en 1856. C'est le grand étonnement, parce que qu'est-ce que c'est? C'est pas un animal, donc c'est un humain, mais il ne nous ressemble pas. Et l'arrière-crâne hyper développé vers l'arrière, un ballon de rugby, pas un ballon de foot. Nous, c'est plutôt ballon de foot. Là, c'est rugby. Les bourrelets, l'absence de menton, le front fuyant, très massif au niveau quand même de la mâchoire. Bref, c'est nous, sans être nous, c'est un peu quelque chose, on ne sait pas l'expliquer. Pourquoi on ne sait pas l'expliquer? Parce que 1856, comme aurait dit la Palisse, c'est avant 1859. C'est-à-dire, c'est avant la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Donc, on ne peut pas demander, si vous voulez, à nos prédécesseurs, à ces anthropologues de l'époque, de tout de suite dire que c'est un fossile, puisqu'on débat sur cette notion. Les animaux, on a compris, il y avait des fossiles, il y avait la théorie, donc par Cuvier, la théorie des catastrophes, on connaissait les fossiles des animaux et tout ça, mais pour l'homme, on ne peut pas le concevoir. Parce que nous sommes dans un paradigme très fort qui s'appelle le créationnisme. La seule idée qui domine largement, plus que largement, c'est que nous sommes tous des descendants des fils de Noé. C'est ça, à l'époque. Et normal, on est en 1856. Même s'il y a eu quelques soubresauts, là, justement, avec la théorie de Lamarck, qui avait quand même bougé un peu. Mais on était dans cette vision. Et en tout cas, pour l'homme, il n'était pas question. L'homme était vraiment, voilà, créé par Dieu. Donc, eux, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Néandertal? Ils ne vont pas dire que c'est un homme fossile. Ils vont dire c'est un homme moderne, un crétin, un pathologique. Donc, ils vont le traiter. Le médecin légiste qui va l'étudier, Virchow, donc un grand légiste de l'époque, allemand, et qui va dire, bon, bah, c'est un crétin. Alors, vous voyez, il est mal parti. Déjà, au départ. Alors, découvert où, j'ai oublié de vous préciser, dans la vallée de Néander, près du Düsseldorf, Néandertal, puisque en allemand, vallée, c'est Tal. Donc, Néandertal, d'où son nom, et ensuite, plus tard, d'Homo néandertalensis.
Mais voilà son histoire du départ. Donc c'est mal parti déjà dès le départ. Et cette réputation va le suivre Ouf. un certain temps, jusqu'aux plus récentes décennies. Et avec toutes les découvertes, les très nombreuses découvertes archéologiques qui vont être faites, on va réussir de plus en plus précisément à le connaître. Bien sûr, connaître parce que ce qui va se passer aussi, toujours dans le contexte, à l'époque, on est aussi dans un contexte, la seconde partie du 19e, c'est une période assez terrible, où va se créer toutes les grandes idéologies qui vont être des catastrophes pour certains humains, et qui est la racialisation. C'est-à-dire qu'on va, les anthropologues vont, notamment les anthropologues physiques, vont prendre des mesures, etc., sur toutes les populations, les aborigènes d'Australie, les Noirs d'Afrique, les jaunes d'Asie, etc. Ils vont faire des races, ils vont les classer et surtout les hiérarchiser. Et ils vont hiérarchiser en prenant des mesures sur les crânes, notamment, et ils vont regarder, ils vont comparer à quoi? Eh bien, aux grands singes. Et plus les mesures se rapprochent soit du gorille, soit du chimpanzé, eh bien, ils sont inférieurs des inférieurs, hein, comme on disait, les Bushmen, les Hottentots, les aborigènes, etc., la Vénus hottentote, la grande histoire de la Vénus hottentote. Et puis, bien sûr, on va avoir une hiérarchie, et tout au bout, hein, en haut de cette échelle des humains, bien sûr, c'est l'homme blanc occidental. L'homme, hein, la femme, un petit peu en dessous, il ne faut pas pousser quand même. Et là, et je vais vous raconter une anecdote, je suis très bavarde, mais il y a une anecdote, parce qu'à l'époque aussi, malheureusement, je vous parlais d'idéologie néfaste, il y a eu l'eugénisme. Et à l'époque, c'est Galton. Et Galton, malheureusement pour Darwin, c'est son cousin, il n'y peut rien. Et Galton, lui, c'est quelqu'un qui va, dont est le père de l'eugénisme, et qui va, dans ses classifications, lui, mettre tout en haut, l'aristocrate anglais. Parce que c'est un aristocrate anglais. Donc, vous voyez, on peut toujours mettre au-dessus. Voilà. Et donc, on est dans cette vision. Alors, c'est clair, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va faire la même chose. On trouve Néandertal, on va découvrir Cro-Magnon, tout ça. Eh ben, on va faire pareil avec les fossiles. On va classer les fossiles. Et les Néandertaliens vont se retrouver, les inférieurs des inférieurs, là, très proches des aborigènes d'Australie. Et donc, on est dans cette vision. Et il y a un deuxième paradigme aussi qui est très important à l'époque, c'est une vision linéaire et progressive de l'évolution. Et ça, les fouilles archéologiques vont être, les premières fouilles vont un petit peu asseoir aussi cette thèse. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est avant nous, c'est moins bien. Hein, on ne parle pas de ce qui est après nous sera mieux que nous, parce que quand même ça gêne, mais en tout cas, ce qui est avant, c'est moins bien. C'est ça, c'est vraiment ce progrès, cette vision linéaire du progrès. Et donc, on est dans ça, et évidemment, quand on va commencer à trouver des outils, à comparer, etc., les pauvres aborigènes d'Australie, par exemple, question des chasseurs-cueilleurs aussi, comme les Néandertaliens, si j'ose dire, et bon, ils taillent des outils qui ressemblent un peu aux outils que fait Néandertal. Donc, vous voyez, il va y avoir un jeu. C'est pour ça que j'avais fait ce livre sur le sauvage et le préhistorique, miroir de l'homme occidental, parce qu'ils vont vraiment être tout le temps mis l'un avec l'autre pour dévaloriser les uns et les autres. Et donc, on a ces classifications, bien sûr, où les Néandertals sont parmi les fossiles les plus anciens. Et on va découvrir en 1920, heureusement pour Néandertal, les pithécanthropes. Et là, d'un seul coup, il va gagner une place parce que les pithécanthropes, donc c'est les fossiles d'Homo erectus de Java. Hein, il y a les synanthropes en Chine et les pithécanthropes à Java. Eh ben, ils sont encore plus archaïques. Et donc là, il va gagner une place. Donc et ça, c'est important parce que du coup, on est dans ça. Alors, homme-singe, inférieur, voilà, ça va être ces épithètes pendant très longtemps. C'est des préjugés qui vont rester parce que aussi quand on examine notre passé lointain, il est très difficile de s'extraire des préjugés de son époque. Bien sûr. Est-ce que c'est un des grands enjeux aussi de la recherche? Et oui, c'est dur pour les chercheurs parce qu'en fin de compte, nous, on est pareil. C'est-à-dire que quand on ne sort pas, voilà, on n'est pas dans une tour enfermé sous un globe. On est forcément, quand on va interpréter les résultats, on est forcément avec notre propre histoire, avec l'histoire de notre société, avec les idées dominantes. Alors là, il y a deux attitudes. Soit vous y allez avec, soit vous pouvez les rejeter. Mais on est quand même influencé, on est quand même dans ça. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure au départ du terrain, de l'objet, parce qu'il faut essayer de coller à ça.
Et se permettre, quand on se permet d'aller plus loin, parce que sinon c'est pas amusant, si on restait qu'un objet, on s'ennuierait vite, hein. Les cailloux, les os, les cailloux, les os. Donc il faut sortir, bien sûr, mais il faut dire, voilà, là, elle est faite, voilà ce que je peux dire. Donc il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ça. Et ne pas dire, parce que c'est votre préférence, dire c'est telle hypothèse. Parce que là, on est dans l'interprétation qui est fonction de notre ressenti, qui est fonction de notre histoire. Et ça, je pense que c'est très important. Et les scientifiques, pour eux, c'est vraiment le défi à relever, parce que c'est clair que là, au moment d'interpréter, ça va jouer. On ne peut pas être... non, l'objectivité, ça ne peut pas exister. Mais du moment qu'on vous dit, je ne suis pas objectif, je vous dis ça, mais je ne suis pas... C'est ce que je pense, mon ressenti, vous êtes plus honnête. Vous voyez, que quelqu'un qui vous dit ça comme si c'était un jeune content. Donc je pense que c'est une démarche qui est très importante, de se replacer dans notre histoire, dans nos savoirs actuels. Et donc, toutes ces découvertes, toutes ces fouilles archéologiques ont mené à de très nombreuses découvertes sur Néandertal. On en apprend énormément dans votre dictionnaire. Alors, on avait l'image avant d'un homme dégénéré, pas très intelligent, qui n'avait pas beaucoup de capacités cognitives. Et en fait, on découvre qu'il est un chasseur, qu'il a de grandes capacités cognitives, qu'il a des capacités à la coopération aussi, qu'il est fort probable qu'il ait été artiste également. Est-ce qu'il enterre ses morts aussi? Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit portrait de l'homme de Néandertal tel qu'on le connaît aujourd'hui? Là, c'est vrai que, on va dire, 10 ans. En 10 ans, il y a eu des découvertes incroyables. Déjà, des vraies découvertes sur le terrain, hein, mais aussi des découvertes grâce justement à ces nouvelles méthodes d'investigation, dont l'ADN. Et c'est vrai que ça a changé énormément. Donc, si vous voulez, pour vous dresser un petit peu le portrait d'un néandertalien classique, on va le situer. Donc, je répète, 350 000 ans de vie, on va dire moins 400, moins 350, ça dépend des régions, à moins 35, toute l'Eurasie, jusqu'à l'Altaï, un petit peu l'Ouzbékistan. En ce moment, je travaille sur un site là-bas en Ouzbékistan. Et le Proche-Orient, hein, surtout la Palestine, Israël, l'Irak, voilà, surtout ces régions-là. Et donc, c'est quand même aussi un espace-temps important, un territoire important. Donc, il est là, physiquement, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, et c'est un petit trapu, maximum 1m65, un dimorphisme sexuel peu marqué. On a Alcidron, qui est un très grand site où on a 13 néandertaliens qui ont été mangés. 13 néandertaliens. En fin de compte, il y a 1m67 pour les hommes, c'est une taille importante, et 1m65 pour les femmes, donc très peu de différence. Et probablement que la musculature, etc., aussi, il y avait peu de différence à cette époque-là entre les hommes et les femmes. Mais une ossature plus forte, par contre. Donc voilà, des petits trapus bien carrés sur leurs jambes, hein, et qui, en fin de compte, avaient une force musculaire extrêmement développée. Et alors, on le sait comment? C'est simplement en regardant leurs ossements, on voit les insertions musculaires. Hein. Sur les os, on voit l'étendue de cette insertion, vous donne l'importance du développement, par exemple du biceps. Tout. Donc, très musclé, très trapu. Et ça, c'est aussi des choses qui sont importantes pour leur mode de vie. Donc, ce sont des chasseurs-cueilleurs nomades. Là aussi, attention, nomade, ça ne veut pas dire que tous les matins, je prends mon petit baluchon. Hein. C'est 2 fois dans l'année. À cette époque-là, donc, nous sommes dans des périodes où il y avait l'alternance de phases glaciaires, de refroidissement, et de phases interglaciaires, donc de réchauffement. Mais quoi qu'il en soit, il y avait dans l'année 2 déplacements importants, un estival et un hivernal. Hein. Ils allaient il fait froid, ils descendent dans le sud. Hein. C'est logique quand même, vous voyez. Voilà. Et puis après, il fait plus chaud, ils remontent vers le nord. Donc, ça, c'est important. Et donc, c'est des chasseurs extrêmement stratégiques, on va dire. Déjà, premièrement, dans leur morphologie, dans leur anatomie, ils ont une particularité. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, si je lance mon projectile, je ne peux pas le faire aller plus loin. Et eux, oui, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller beaucoup plus à l'arrière, et donc pour lancer. Et en fin de compte, cette espèce de levier qu'ils avaient dans leur anatomie leur permettait de lancer beaucoup plus loin leurs projectiles que nous, on peut le faire. C'est pour ça que je dis toujours que les sapiens ont inventé le propulseur.
Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, en fin de compte, eux, ils doivent, voilà, quand ils lancent un projectile, ben, comme ils ne peuvent pas aller si loin, ils ont inventé un système de levier, c'est brillant. Hein. Donc on appelle le propulseur pour jeter. Ils ont aussi cette capacité. En plus, au niveau, et là aussi, c'est les dernières données qui nous le montrent, ils ont l'ouïe, la vue, etc., tout ça, les sens en général extrêmement développés. Ils ont le langage articulé. Hein, déjà, on le pensait avec l'anatomie, etc. Maintenant, on sait au niveau de l'ADN qu'ils ont un des gènes qu'on appelle son petit nom FOXP2, que nous, on a aussi chez nous, qui est dans la zone langagière. Donc, tout ça montre qu'il avait ce langage. Et c'est stratège parce que, au niveau de la chasse, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur un armement sophistiqué. Alors, vous savez, l'armement pour la chasse des Néandertaliens, c'est très simple. C'est les pieux à pointer, des fois passés au feu ou pas, on en a retrouvé hein, dans des argiles bien conservées. On les expose d'ailleurs au musée de l'homme. Des armes, donc, aussi qu'on ne pensait pas maintenant, mais qui sont utiles pour notamment les chasses aux chevaux, c'est des bolas. Donc, ils utilisaient les bolas, hein, ces deux boules avec une ficelle, et c'est bien pour attraper les chevaux. Et ils avaient des lances, donc une seule arme de jet, mais des lances. C'est-à-dire que c'est une lampe en bois avec une petite pointe en silex au bout. Et ils avaient leurs couteaux. Donc, vous voyez, c'est des armes qui sont des armes, soit des stocks, soit d'ast, mais en tout cas qui nécessitent l'arme de jet pour la lance, mais qui nécessitent l'approche du gibier. Hein. Et donc, vous savez très bien que ça, c'est un handicap, parce que plus on va s'approcher, plus le gibier, lui, il risque de partir. Donc, on s'aperçoit, quand on étudie, quand on fait nos fouilles archéologiques, on étudie ces techniques de chasse, on s'aperçoit que très souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils utilisaient l'environnement. Par exemple, en Crimée, j'ai beaucoup travaillé en Crimée, avant d'être mise dehors par Poutine. J'ai travaillé en Crimée, et là, dans un site, à Storoseli, où on voit, c'est un vallon fermé, et c'est un site d'abattage, qu'on appelle, c'est-à-dire que les Néandertaliens sont venus pendant des centaines d'années, très longtemps, il y avait un point de repère dans la topographie, et ils ont chassé des petits chevaux, des petits équidés qui ressemblent à des émions asiatiques, dans ce vallon fermé. Il les rabattait, hein, voilà, il y avait des rabatteurs, ils les poussaient, les chevaux arrivaient, c'était fermé, hein, ils faisaient demi-tour, ils remontaient le petit cours d'eau. Mais les autres, ils étaient là, hein, les tireurs, et donc, puis de projectiles. Et on retrouve ces systèmes où ils ont utilisé les avennes, les précipices, les marécages, les fondrières. Bref, beaucoup l'environnement. Chasser le mammouth, c'est impossible. Impossible. Le mammouth, c'est un énorme animal, plus gros, pas plus gros au niveau que l'éléphant, au niveau de la stature, mais comme il a une énorme toison, donc, et qu'en plus de l'éléphant, il a cette toison laineuse avec 3 couches de poils, c'est énorme et tout, déjà. Ensuite, il a sa peau de pachyderme comme l'éléphant, mais contrairement à l'éléphant actuel, il a en plus une énorme couche de graisse. Comment voulez-vous qu'un projectile d'une petite, comme une lance de l'époque, puisse traverser tout ça? Il faut le piéger. Et le piéger, on le fait tomber dans des fondrières. Et là, il se met sur son ventre, et là, c'est terminé. Il y a pas là, on peut enfoncer un des stocks, on finit, et on peut abattre, donc, mais seulement par piégeage. Donc, il y a des rabatteurs, là aussi. C'est comme ça qu'on a reconstitué des chasses au mammouth par les Néandertaliens. Mais sinon, c'est infaisable. Si vous n'avez pas lancé votre projectile dans l'arrière-train du mammouth, ça lui fait une piqûre de moustique, hein, il ne sentira rien. Comment voulez-vous que le projectile pénètre tout ça? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces travaux, si vous voulez, ont montré que c'était parce qu'ils ont été stratèges. Et c'est pour ça qu'ils ont pu vivre 350 000 ans. On ne les a pas fait. Hein. Et donc, ça, c'est une des particularités. Donc, grands chasseurs. Mais des découvertes très récentes, c'est ça qui est passionnant. Grands mangeurs de viande, on a dit. C'est vrai que moi, j'ai étudié certains Néandertaliens qui avaient une consommation de viande comme le loup. Donc, c'est quand même très carné. Mais à côté de ça, maintenant, on a trouvé des Néandertaliens, parce que vous savez, les Néandertaliens, c'est vaste, 350 000 ans, c'est beaucoup de populations différentes. Hein. On dit toujours l'homme de Néandertal, mais c'est les Néandertaliens. Et il y en a certains qui, en fin de compte, ont consommé beaucoup de végétaux.
On a étudié le tartre, les micro-résidus dans le tartre de leurs dents, et on a découvert qu'ils mangeaient plein de végétaux. Formidable. Vous imaginez le changement de l'image. Ils ont mangé beaucoup de végétaux, notamment, même moi, des choses que je ne savais même pas que ça se mangeait, des rhizomes de nénuphar, Aspi en Belgique. Eh ben oui. Et puis, ils ont mangé beaucoup de graminées. C'est pour ça qu'on a quelques caries chez les Néandertaliens, contrairement à ce qu'on pensait. C'est pour ça que j'ai fait une entrée carie. Parce qu'on pense toujours que les caries, c'est néolithique. Mais là, déjà, certaines populations néandertaliennes avaient des caries. Parce qu'ils ont mangé les graminées. Les graminées, c'est quoi? C'est l'ancêtre de nos céréales. Les graminées sauvages. L'ancêtre de nos blés, de l'orge. Et donc, ils ont mangé ça. Il y a beaucoup de glucides. Hein. Donc, ils ont mangé ces végétaux. Et non seulement ils ont mangé, et certains ont mangé cuit ces végétaux. Donc, des bouillies ou des galettes de céréales, de graminées sauvages. Mais ancêtres de nos... Donc, vous imaginez le changement de l'image. Avant, on représentait les Néandertaliens en train de manger un gros morceau de viande bien rouge, bien saignante qui dégouline, et là, on lui fait manger une galette. C'est sûr que ça ne donne pas la même impression. Donc, nouvelle découverte. Et ces résidus sont passionnants. Parce que dans ces végétaux, on a eu des surprises. On a trouvé des plantes amères, mais vraiment amères. C'est pas possible de le manger, quoi. Vous vous dites, mais c'est un fou furieux, quoi. Des achillées, des choses comme ça. Une espèce de camomille très amère. Et tout, des bourgeons de peuplier, tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et on ne trouvait pas la réponse. On disait, bon, après tout, tous les goûts sont dans la nature. Hein. C'est un Néandertal, nous, on n'est pas Néandertal, donc peut-être que... Eh bien, pas du tout. On a eu la chance de découvrir une association, plusieurs cas, d'une association de Néandertaliens malades, donc, il y en a un, je vous prends un exemple, il avait un gros abcès dentaire. Il devait danser. Hein. Et lui, qu'est-ce on s'est aperçu? Que nos fameux bourgeons de peuplier, il les avait consommés. Et il a eu raison. Parce que c'est quoi le bourgeon de peuplier? Quand il passe dans votre estomac, il se transforme en acide salicylique, en aspirine. Hein. Et donc là, on avait une réponse. Là, un autre, d'un seul coup, il y a un autre, il a des problèmes qui devaient être assez terribles. Il avait sûrement eu une infection virale importante au niveau des intestins et que ça se voyait sur ses os. Donc c'était vraiment une pathologie importante. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il a consommé des moisissures. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces moisissures? Le pénicillium. Donc, grâce à l'association entre des squelettes qui présentent des pathologies et qui, dans leur tartre, ont ces plantes, donc c'était pour nous formidable. Vous vous rendez compte, là, on arrive à avoir une autre image de ces connaissances. Hein. Donc, c'est passionnant. Là aussi, au niveau de l'ADN. Vous savez, avant, les Néandertaliens, on les représentait basanés, presque noirs, tout brun. Cheveux foncés, yeux foncés, tout foncé. Parce que, évidemment, c'était dans l'air du temps, les inférieurs sont foncés. C'était comme ça, le 19e, début 20e, on est dans la période coloniale, tout ça. Donc, c'est la vision. Alors qu'il est né de souche européenne, son ancêtre, c'est un Homo erectus qui est venu d'Afrique, probablement vers 1,8 million, qui est venu en Afrique, qui s'est installé en Europe, notamment en Europe occidentale. On a découvert en Espagne, notamment à Atapuerca, par exemple. Et donc, il est né de cette souche qui était déjà en Europe. Il est né en Europe, en latitude nord. Pourquoi vous voulez me faire le mettre bronzé, mat, teint foncé, quand vous êtes né en latitude nord? Et il a vécu pendant 300... Enfin, certains d'entre eux ne sont pas tous allés au Proche-Orient, ils sont tous restés en Europe, en Eurasie. Et ben non, on les représentait comme ça. Là aussi... Forcément, moi j'ai dit que ce n'était pas possible. Les scientifiques disent quand même, en réfléchissant, voilà, il y a forcément le teint clair. Et là, c'est pareil. Donc avec l'ADN, on peut, quand on fait votre génome, on peut vous dire les yeux, les cheveux, etc., quelle couleur, le teint. Et donc ils avaient le teint clair. Tous ceux qu'on a analysés ont le teint clair. Et certains qu'on a analysés, notamment une jeune fille de Vindia, découverte en Croatie, un squelette, elle avait les cheveux roux. C'est pour ça que dans notre expo, on a mis une néandertalienne rousse.
Elle avait les cheveux roux et les yeux noisettes, des yeux clairs, à tendance claire. Parce que le bleu, ça c'est très, très tard. Hein. Le bleu, c'est une dégénérescence. Enfin, c'est très tardif. Mais là, les yeux verts, marron clair, etc. Et ben voilà, cette jeune fille avait... Et d'autres étaient plus châtains. Et d'autres étaient les yeux un peu plus foncés. Mais il y avait là aussi plusieurs. Mais il y avait ces teintes-là. Et ça, c'est grâce, pour nous, c'est formidable. Parce qu'on ne savait pas l'apparence. C'est pas à partir d'un squelette que vous allez avoir l'idée de à quoi il ressemblait. Hein. Et là, grâce à l'ADN, on peut savoir ça. Donc on apprend comme ça plein de choses, plein de choses. Dans ces découvertes aussi, les dernières, c'est là aussi très récent, c'est son rapport aux oiseaux. Les Néandertaliens consommaient, là on vient de voir, des végétaux, des animaux. Parmi les animaux, c'est un grand mangeur de mammifères, hein, des grands mammifères, les bisons, les rennes, les chevaux, beaucoup chasseurs de chevaux. Pourtant, c'est pas facile. Hein. Les chevaux, des mammouths, des aurochs quand ils faisaient dans les périodes interglaciaires, plein de cervidés différents. Bref, voilà, c'était surtout ça. Très peu de carnivores. Hein. C'est pas un amateur de carnivores, mais ça. Il mange plutôt de la viande d'herbivore. Et à côté de ça, il a consommé beaucoup du poisson. Au bord de la mer, là aussi, c'est des choses très intéressantes. Il a mangé beaucoup de coquillages, hein, des huîtres, des moules. Et on trouve sa technique, vous savez ce qu'il faisait, il jetait dans le feu hein, pour les ouvrir. C'est classique. Donc, on a des coquilles brûlées, etc. Donc, il consommait. Et puis, à côté de ça, des oiseaux. Aussi un petit peu des oiseaux. Et là, les choses très surprenantes, c'est qu'on a trouvé des sites où on a des oiseaux qui sont présents, des ossements d'oiseaux qui sont présents, mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traces d'enlèvement des chairs, etc. Là, ces oiseaux-là, on leur a enlevé les plumes, les premières ramiges, les grandes plumes, et les cerfs. Et ce n'est pas n'importe quel oiseau, c'est évidemment, si je parle de cerfs, des rapaces, là, des grands rapaces diurnes, les pigargues, les aigles royaux, et aussi le grand corbeau. Et là, c'est intéressant, parce que ces oiseaux-là, il ne les a pas mangés. Il a pris ça. Alors, on a mis dans l'expo une représentation de parures. Est-ce qu'il les portait en port-bloc, en collier? Est-ce qu'il les cousait sur ses vêtements? Ça peut être des possibilités. Est-ce qu'ils faisaient comme les chamans de Sibérie que j'ai rencontrés? Est-ce qu'ils étaient sur un bâton rituel? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce rapport à l'oiseau est très intéressant. Puisque là, c'est pas pour le quotidien, c'est pas pour manger. C'est une relation particulière à ces oiseaux. Et en plus, je ne sais pas, ça doit vous parler. Hein, l'aigle royal et le grand corbeau, ça sent quand même les Amérindiens. Hein. Donc c'est intéressant de voir cette espèce voilà, parce que c'est les mêmes symboles. Ces oiseaux sont très porteurs de symboles. Et donc voilà, des nouveautés formidables qui nous permettent d'ouvrir des fenêtres sur d'autres comportements qui étaient connus jusque-là. Et puis depuis 2010, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on sait donc que de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN de nombreuses Eurasiatiques. Et donc, ce qui montre qu'il y a eu une rencontre entre Homo sapiens et Homme de Néandertal. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre et est-ce que ces deux populations ont pu se nourrir l'une l'autre, s'échanger des outils, des techniques? Est-ce qu'il y a eu des échanges de ce type? Alors, ça, c'est sûr que là, on va dire le séisme, ça a été en 2010 dans la revue Science, un article qui a été signé par 30 chercheurs du monde entier, parce que ils avaient tous pris leurs précautions, donc ils ont signé un papier à 30, et essentiellement des généticiens. C'est là où ce papier montre que nous avons les Eurasiatiques, pas les Africains de souche. Les Eurasiatiques, nous avons entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Évidemment, c'est en 2010, ça fait... Et moi, j'ai bu du petit lait, mais il y en a, ils étaient un peu... voilà. D'un seul coup, Sapiens n'était plus... voilà. Et donc, là, d'un seul coup, ça a été quelque chose de formidable. En plus, l'étude montrait que, du fait que ce soit que les Eurasiatiques, que ce croisement, donc ça veut dire quoi hein, si nous avons des gènes, c'est qu'à un moment donné, les Néandertaliens se sont mélangés avec des Sapiens. Et
Ce mélange s'était produit au Proche-Orient il y a à peu près 100 000 ans. Et ça, c'est intéressant aussi de voir. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au Proche-Orient, les Néandertaliens, je vous l'ai dit, ont évolué à partir d'une souche européenne en Europe, surtout à l'Europe occidentale, et puis après, ils ont été de plus en plus vers l'Est. Et une partie, vers 140 000 ans, des voyageurs, vous voyez, hop, ils sont partis, eux, sont descendus au Proche-Orient. Mais au Proche-Orient, il y avait des hommes. Il y avait des proto-Cro-Magnons. Il y avait des sapiens. Et ils se sont installés sur les mêmes territoires. À quelques encablures, les grottes étaient vraiment sur le même territoire. Ils ont fait la même chose. Le même outillage qu'on appelle le moustérien du Levant, exactement les mêmes outils. Ils ont chassé les mêmes animaux, l'aurochs, le daim, la gazelle, pareil. Ils ont enterré leurs morts, les uns comme les autres. Donc, une civilisation très proche. Ben, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était tellement la proximité qu'ils se sont mélangés. Donc, c'est à partir de ces souches-là que s'enracine donc ce croisement. Ce qui s'est passé après, c'est que, évidemment, ils ont commencé à bouger, ceux-là, les métis. Mais tout prend du temps. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, petit à petit, il y avait beaucoup de sapiens en Afrique, puisqu'il n'y avait que des sapiens dans l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de Néandertaliens. Il n'y a que des sapiens, donc ils étaient plus nombreux. Et donc ces métis se sont mélangés à des sapiens, qui se sont à leur tour mélangés à des sapiens, etc. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une espèce de dilution génétique. C'est pour ça que nous n'avons, certains le regrettent, qu'entre 1 et 4% de gènes. Parce que, évidemment, ça a été à leur défaveur. Hein, parce qu'au niveau démographique, ils ont été trop faibles. Et certains d'entre eux donc, sont partis en Europe. C'est pour ça qu'on retrouve donc leurs gènes. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que là, revenons à notre histoire du 19e siècle et du début du 20e, où on mettait une différence énorme entre eux et nous. S'ils se sont croisés, c'est quand même qu'ils ne sont plus. Donc cette différence que nous mettons entre eux et nous, c'est peut-être que nous seulement, ce n'est pas une réalité. Hein, mais quelque chose qui a été construit par une espèce de préjugé. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Parce que eux, ils n'ont pas vu ces différences. Et ça nous apprend là aussi beaucoup de choses. Sur la perception qu'on peut avoir et tout. Et quand on vit ensemble ou à proximité, ben, y a des rapprochements. Et donc, à un moment donné, il n'y a peut-être plus cette vision de cette espèce d'étranger, voilà, de l'autre, d'une espèce différente, etc. Donc maintenant, il y a un débat sur la notion d'espèce. Est-ce qu'en fin de compte, on peut toujours considérer que Néandertal et Sapiens sont deux espèces différentes, Homo néanderthalensis, Homo sapiens, ou est-ce que, en fin de compte, comme certains le supposent, en plus ils ajoutent, vous savez, ce petit homme de Denisova, je ne parle pas de Forest, je parle de l'homme de Denisova, qu'on a trouvé dans une seule grotte en Sibérie, dans l'Altaï, à Denisova, par l'ADN, et qui, cet homme de Denisova, s'est mélangé beaucoup aux sapiens, beaucoup aux néandertaliens, mais aussi aux sapiens, notamment en Asie. Et actuellement, on est en train de faire beaucoup d'analyses des génomes asiatiques, de personnes asiatiques. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gènes, beaucoup, jusqu'à 6% de gènes de l'homme de Denisova. Et donc ces trois types humains, Denisova, qui sont en même temps, qui sont contemporains, Denisova, Néandertal et Sapiens, certains de mes collègues anthropologues se posent la question, est-ce que c'est vraiment des espèces différentes? Parce que la définition de l'espèce, c'est quand même le fait que vous êtes de la même espèce, deux individus sont de la même espèce, ils peuvent se reproduire et surtout donner une descendance fertile. C'est ça, hein, sinon c'est le mulet, le baudet, etc. Donc là, c'est le cas. Donc il y a vraiment ce grand débat autour de ça. Et c'est vrai que ça réduit l'écart, et ça réduit là aussi l'écart sur la vision de ces Néandertals qui apparaissaient très différents physiquement, mais aussi au niveau de leur culture. Petit à petit, tout ce dont on a parlé là, je vais ajouter aussi une nouvelle découverte extrêmement importante, c'est probablement des tracés
réalisés par les Néandertaliens, des tracés géométriques, déjà sur la pierre, donc notamment à Gora, mais il y a 40 000 ans, à côté de Gibraltar, enfin à Gibraltar, c'était une espèce de dièse sur le sol, mais aussi des tracés, une espèce de traits, de quadrilatères, des points, des mains, qui dateraient donc de la période des Néandertaliens. Puisqu'ils ont été datés de plus de 66 000 ans, notamment dans 3 grottes espagnoles, on peut ajouter Castillo, on va faire 4 grottes, et là, à cette période-là, il n'y a pas Sapiens. Hein. Les Sapiens arrivent en Europe vers à peu près moins 45 000 ans. Donc ça ne peut être que les Néandertaliens. Donc là, on en est même maintenant à la rediscuter sur qui a peint certaines grottes anciennes, très anciennes. Je ne vous parle pas de Lascaux, on a daté Lascaux, c'est 17 000 ans, c'est Sapiens, ça n'a pas de souci. Chauvet, qui a 36 000 ans, il y a certains tracés, il y en a qui discutent. Hein. Bon, le figuratif, c'est-à-dire, vous savez, les fameux rhinocéros, les chevaux, les lionnes, magnifiques Chauvet. Et bien là, bon, on pense que quand même, il n'y a pas de souci, ce serait des Sapiens. Mais bref, il y a plein de grottes qui n'ont pas été datées, des peintures qui n'ont pas été datées, parce qu'on ne peut pas dater. On ne peut dater que lorsqu'il y a de l'organique, hein, si on veut faire un C14. Donc il faut que ça soit du charbon de bois. Mais si c'est fait avec des pigments, on ne peut pas, sauf s'il y a une couche de calcite dessus. Donc il y a plein de grottes, plein de peintures qui ne sont pas datées. Alors actuellement, du fait qu'on a découvert ça, certains commencent à se poser des questions, se dire, mais après tout, il y a peut-être des grottes. On a dit d'office, parce que comme c'était impensable que Néandertal ait pu être un artiste, on a dit c'est Sapiens, mais maintenant ça commence là aussi à bouger. Donc vous voyez, on a changé voilà, notre regard, parce qu'évidemment le fait qu'ils possèdent, que nous possédions des gènes néandertaliens et tout, alors quand même, on ne peut pas avoir les gènes d'un homme sage, il ne faut pas exagérer quand même. Alors, je pense que le regard a énormément changé. Et que du coup, les esprits sont ouverts, on a regardé autrement, on a dit, eh ben, il y a des choses, c'est peut-être possible. On a ouvert le champ des possibles. Et donc, on n'a pas fermé, on a dit, bah tiens, peut-être qu'ils pouvaient faire des choses esthétiques, peut-être. Et du coup, on regarde autrement les vestiges, et on les cherche surtout. Voilà, Pasteur disait, hein, la chance sourit aux esprits préparés. Hein, si vous êtes fermé, on ne trouve rien. Donc, tout ça a provoqué aussi, c'est-à-dire que c'est une espèce de va-et-vient entre nouvelles découvertes, et puis, donc, nouvelles possibilités interprétatives, donc on regarde autrement, etc. Donc on retrouve d'autres choses. Et ce va-et-vient permet vraiment d'avoir une autre image de Néandertal. Et ces croisements sont très très importants. Mais je me permettrai de dire qu'il faut faire très attention. J'ai pendant des années, parce que mon premier livre sur Néandertal, une autre humanité, c'était 2006. C'est pour ça que j'ai aussi voulu réactualiser tout ça. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut accepter les différences, voir les différences. C'est ça qui est passionnant. C'est mon avis. Mais ne pas mettre le point. Les Néandertaliens sont différents de nous. Point. Point. Ne cherchons pas à dire est-ce qu'ils sont supérieurs, est-ce qu'ils sont inférieurs. Pendant des siècles, on a dit qu'ils étaient inférieurs, et je dis attention maintenant, parce que c'est une petite pente glissante que je sens, chaque fois que je fais des conférences, il n'est pas supérieur non plus à Sapiens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas, à chaque période, relisez les Lévi-Strauss, il n'y a pas de civilisation inférieure, civilisation supérieure. À chaque fois, on a dans un contexte. Voilà, eux, ils ont vécu à ces périodes-là, ils avaient des problèmes, du changement climatique, de ceci, de cela, voilà, qu'ils ont résolus, ils ont vécu très longtemps, donc c'est quand même un système qui devait marcher assez bien. Voilà, ils ont répondu à leurs questions de leur époque. Eux, ce qu'il fallait, c'était des bons chasseurs, ils ont amélioré, c'est eux qui ont maîtrisé certaines techniques de taille, c'est eux qui ont aussi justement enterré leurs morts, les premiers. Hein, avec Sapiens. Donc il y a eu plein d'innovations, ils ont été des créateurs des innovations de leur époque. Et les autres après qui viennent, ils font des innovations, un perfectionnement de certaines choses, etc. Et on est comme ça. Albert Einstein a dit, s'il n'y avait pas eu Newton, j'aurais jamais trouvé la relativité. Donc je pense que c'est ça qui est important. Et ne pas vouloir
hiérarchisé. Parce que maintenant, d'un seul coup, Néandertal est devenu l'archétype de l'homme du futur. Ah, il est super. Alors maintenant, Raon, tout ça, c'est has-been. Alors, c'est pas ça. Tout le monde veut être Néandertal. Raon, Cro-Magnon, non, non. Parce que, d'un seul coup, il y a une espèce de changement d'attitude. En plus, on est quand même dans une période un petit peu... on ne sait pas trop où on va. Donc, on voit que dans ces périodes-là, en fin de compte, il y a un respect de la nature, il y a une espèce de don contre don, hein, comme disait Marcel Mauss, c'est-à-dire qu'il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, on est très proche de la nature, on est très respectueuse de cette nature. Bon, mais enfin, aussi, la démographie n'est pas la même. Hein, aussi. Donc, on le voit comme ça, on dit les pacifistes, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur la violence, il n'y a pas de conflit majeur, il n'y a pas de guerre, il y a peut-être des bagarres, mais... Donc c'est vrai, et d'un seul coup, c'est pour ça qu'il devient... On cherche quelque part ça. Et donc on en fait un nouvel archétype. Alors après avoir été le loser, maintenant c'est l'homme du futur. Quoi. Et je crois, je me permets de le dire parce que il faut pas non plus retomber dans ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Ça n'a pas de sens. Si on pouvait, je pense, arrêter de hiérarchiser. Je pense que ça activerait vraiment les choses, d'accepter les différences, point. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver plein de choses encore sur lui. Moi, voilà, par exemple, je vais vous dire, mon rêve, moi j'ai plein de questions, notamment au niveau social. Ce que j'espère, c'est que l'avenir nous permettra, les moyens techniques d'investigation du matériel archéologique, de trouver des réponses sur la structure sociale. Là, je peux vous dire que ce sont des petits groupes, entre 30 et 50 au maximum, ça on peut l'évaluer, la démographie très faible, ça aussi on peut le dire, donc ils ne se marchent pas dessus. Hein. Donc il y a ça. On peut dire, grâce à Elsidron, les 13 Néandertals, quand on a fait l'ADN, vous savez ce qu'on a découvert? On a découvert ces 13 personnes qui ont été mangées. Hein. Alors on ne sait pas qui les a mangées, parce que nous, ce qui nous reste, c'est ceux qui ont été mangés. Donc, est-ce que c'est l'endocannibalisme? Est-ce que c'est le même clan ou c'est un autre clan? Ça, on ne peut pas venir. C'est un cannibalisme rituel, c'est ça qui est intéressant. Et là, quand on a fait l'analyse de ces gens, eh ben, on a vu la parenté. Alors, on fait leur génome. Voilà, si je fais votre génome, je peux faire votre parenté. Et bien là, ils ont fait la parenté. Et ils ont vu qu'ils étaient, ce qu'on appelle nous, les tantes, les oncles, les nièces, etc. Ils ont fait ça, ils ont vu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y a 3 femmes. Et sur ces 3 femmes, les 3 viennent d'un autre clan. Ça veut dire que c'est un système pour eux, pour ceux-là, ça date de 45 000 ans, ceux-là. Ces Néandertaliens d'Elsidron en Espagne il y a 45 000 ans étaient patrilocaux. C'est-à-dire que c'est la femme, la locutrice, c'est la femme qui quitte le clan, qui va dans un autre clan, et qui, peut-être même amène des traditions, et donc c'est elle qui bouge. Et ça, il y a beaucoup de sociétés. Hein. Ça a duré très longtemps, même dans les périodes historiques. Donc voilà, vous voyez, ça, on a eu un petit éclairage sur ce mode de vie. Donc voilà, on sait que les femmes, elles venaient d'un autre groupe. Donc c'est tout ça que j'aimerais savoir. J'aimerais savoir, au niveau de la structure, on a déjà des petites impressions, des choses intéressantes sur le fait qu'il y a la collaboration et le partage du gibier, ça c'est sûr. Collaborer, c'est évident hein, pour la chasse. Il y a des rabatteurs et tout ça se construit à plusieurs. On voit la solidarité, puisque nous avons beaucoup de maladies, de traumas, certains individus assez handicapants et qui malgré tout ont survécu. Donc ça veut dire qu'ils ont été aidés. Il y en a un qui est né à Shanidar, la grotte de Shanidar en Irak, qui est né, il n'avait pas de bras, il manquait un des 2 bras, le bras droit. Il est né sans bras, et on l'a pas tué le bébé. Il est mort à 45 ans, un âge canonique. Donc, il a été pris en charge. Ils enterrent leurs morts, ils enterrent des fœtus. Quelle civilisation enterre ces fœtus? Donc, tout ça nous permet de voir. Et ce que j'espère, donc, c'est trouver d'autres renseignements, justement, sur ce système. Est-ce que, par exemple, moi, je réfléchis en ce moment, ce sera sûrement mon prochain livre, sur les femmes, la présence des femmes et leur importance dans l'évolution. Et donc là, de voir, est-ce qu'on est dans un système matrilinéaire ou pas?
Ça m'intéresse. Quelle est la position? La seule chose qu'ils voient, eux, c'est que l'enfant, il sort du ventre de la mère. Hein. Et on ne sait même pas, par exemple, s'ils savent les hommes qui participent à la procréation. Puisque, à l'époque, même dans la nature et tout, ils ne voyaient pas. Hein. Ils voyaient la période du rut, et puis après, 6, 7, 8 mois après, ça dépend des espèces animales, vous avez l'enfant. Donc, ils ne voyaient pas. Donc, on est en train de réfléchir sur le fait que c'est peut-être au néolithique, quand l'homme va devenir sédentaire, et surtout qu'il va devenir agriculteur et éleveur, et que quand il va commencer à voir qu'il a un petit cochon rose, un petit cochon noir, puis d'un seul coup, il voit des petits cochons roses et noirs, là, il a compris quand même. Donc là, il y a vraiment des interrogations sur ça, et c'est des choses qui seraient... Voilà, c'est l'avenir. C'est de trouver toutes ces structures. On parle des artistes. L'art, qu'est-ce qu'il a développé? Est-ce qu'il a fait du figuratif ou pas? Voilà, est-ce qu'il a fait des animaux ou pas? Est-ce qu'il était tatoué? Parce qu'on trouve beaucoup de pigments, des tout petits godets à pigments, donc vraiment des utilisations pour faire des petites choses, notamment des peintures corporelles. Donc, est-ce qu'il était tatoué, par exemple? C'est quelque chose d'important, parce que ça, c'est vraiment de l'art. Et là, il faut qu'on trouve, c'est ce que je dis à mes copains qui cherchent les mammouths dans les glaces, là, trouvez-moi un néandertalien tatoué. Hein? Il y en a marre des mammouths congelés. Trouvez-moi un homme, voilà, un néandertalien, bon, un sapiens à la rigueur. Mais blague à part, vous voyez, il y a tout ça, parce que c'est important de savoir les peintures corporelles. Dans une société, l'importance, je dis ça en souriant, mais c'était très important, comme la parure et tout. Il y a plein de symboles derrière. C'est pas pour comme nous, on se met, voilà, on met ça comme on aurait mis n'importe quoi. Donc voilà, c'était pas ça du tout. On sait très bien dans la société comment la parure, les peintures corporelles et tout jouait. Vous voyez, c'est vers tout ça qu'il faut maintenant s'orienter. Et puis il y a un autre grand mystère qui subsiste en ce qui concerne la disparition, je parlais. Bien évidemment. La disparition qui est relative puisqu'il est toujours présent finalement aujourd'hui, mais il y a une disparition de civilisation. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est de plus en plus embêté avec ces histoires de disparition. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas au niveau civilisation, il n'y a plus de civilisation néandertalienne, mais on n'a plus non plus de civilisation des pharaons. Mais ce qui est plus problématique, c'est de savoir si au niveau biologique, puisqu'on a quelques gènes, il a disparu. Alors là, c'est vraiment la question qui rejoint celle de tout à l'heure, de savoir si c'est la même espèce ou pas la même espèce. Ça, c'est clair que si c'est une sous-espèce différente, voilà, ça, c'est une évolution normale, donc il n'a pas disparu, puisque ça fait partie de... Mais je dois vous dire qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui restent sur la définition des deux espèces. Alors, on a tout eu. Hein. On a tout eu comme hypothèse, je parle. Alors, on a même eu deux choses, juste parce qu'il y a plusieurs choses, mais deux choses qui vont vous faire quand même sourire. Et ce n'est pas du tout des vulgarisateurs qui ont écrit ça. Hein. Je parle des papiers scientifiques. On a eu un papier, par exemple, les Américains sont un peu spéciaux. On a eu un papier où on montrait, on expliquait la disparition des Néandertaliens, qui, quand même, je vous le rappelle, est progressive. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, on s'est levé, merde, plus un Néandertalien, dis donc. Hop, hop, hop. Non, tout ça, c'est progressif, donc ça disparaît petit à petit. Et là, il y a eu, on a dit, ils ont disparu parce qu'ils ne mangeaient pas assez d'oméga 3. Parce qu'on avait, voilà, ça date à peu près de 5-6 ans, et c'est vrai qu'on avait moins de données sur toutes les ressources maritimes, notamment. Voilà. Donc, on a eu ça. À un autre moment, on a eu, en Espagne, on a dit, mais c'est parce qu'ils ne chassaient pas les lapins. Alors là, vous essayez de comprendre pourquoi le fait de ne pas chasser les lapins. Ils avaient mis en évidence, je dis ça en puissance, ils avaient mis en évidence que les sapiens du nord de l'Espagne, parce qu'à un moment donné, justement, au moment de la disparition, il y avait les sapiens, c'était au nord de l'Espagne, et les néandertaliens, ils étaient au sud, notamment à Gibraltar. Et puis, ils avaient montré que les autres avaient chassé le lapin, les sapiens, et puis les autres ne chassaient pas le lapin. Et pour eux, dans leur esprit, c'est pour ça qu'ils n'ont pas disparu, les gars, parce que regardez, ils n'ont pas pris en compte le reste des possibilités. Eux, ils ont pris en compte simplement qu'il y avait cette différence de chasse. Bon, voilà, tout ça ne tient pas la route. Il y a eu des choses plus compliquées avec, justement, sur l'éruption volcanique. Il y a une éruption volcanique à peu près vers 50, 40 000 ans.
Donc, mais là aussi, ça ne tient pas la route. Pourquoi vous voulez qu'une éruption volcanique, des cendres qu'aurait obscurci tout ça, une grande partie de l'Europe occidentale, mais il y avait des sapiens. Alors pourquoi ça aurait été sélectif? Pourquoi d'un seul coup, ah ben non, les cendres, tout ça, j'aurais dit non, on ne touche pas aux sapiens. Voilà. Vous voyez, il y a eu des choses, ça ne tient pas bien la route. Par contre, il y a quand même eu des discussions très importantes sur notamment deux choses. Importante sur le changement climatique. Alors, là, on a pendant plusieurs années, maintenant c'est abandonné, vous allez comprendre pourquoi. Pendant plusieurs années, on a dit oui, c'est à cause du refroidissement. Parce qu'à cette période, vers à peu près 40-35 000 ans, il y a un petit refroidissement, enfin un petit, assez important au milieu de la glaciation. Il y a en plus un pic de froid. Voilà. Mais là, maintenant, on dit, mais ça, c'était une vision un peu archaïque, parce qu'on sait très bien que les Néandertaliens, ils ont connu des pics de froid et tout. Sur 350 000 ans, ils ont eu tous les sortes de climats. Donc, ça ne tenait pas trop. Et celui, évidemment, l'hypothèse où entre en jeu Sapiens, ça a été la plus forte. En disant, les Sapiens arrivent, ils viennent du Proche-Orient, hein, ils vont arriver, commencer à peupler donc, par les Balkans, et ils vont peupler toute l'Eurasie. Et là, évidemment, ça coïncide. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur ces territoires, les Néandertaliens vont s'éteindre avec l'expansion des Sapiens. Et ça porte bien, hein, ça fait que c'est quelque chose qu'on voit bien. Sauf qu'il faut faire très attention. Les Sapiens qui arrivent, ce n'est pas les hordes d'Attila. C'est des petites vagues avec des petits groupes qui arrivent et qui se dispersent. Moi, je les retrouve en Crimée, par exemple. Ils se dispersent. Donc là aussi, il faut pas, c'est pas une nappe comme ça de population. Ce n'est pas, n'en déplaise à certains, un grand remplacement, parce qu'on entend ça. Sapiens, ça fait un grand remplacement des Néandertaliens. C'est pour ça que j'ai mis remplacement dans moi. On entend ça. Non, il n'y a pas. C'était progressif l'avancée des Sapiens et la disparition des Néandertaliens aussi. Il n'y a pas de massacre. On n'a pas du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Puis je peux vous dire, de toute façon, les Néandertaliens sont chez eux. Ils connaissent leur environnement par cœur. Ils ont face à eux des animaux qu'ils connaissent par cœur, des environnements qu'ils connaissent par cœur. Les autres, ces petits groupes qui arrivent, ils sont dans un monde inconnu. Ils viennent du Proche-Orient où ils chassent le daim et la gazelle. Il fait une température des plus agréables. Ils arrivent. Il y a le blizzard, des mammouths, des bisons. Enfin, je veux dire, c'est un monde. Voilà, ils doivent s'adapter, etc. En plus, quand ils arrivent, ils n'ont pas encore perfectionné leur armement, parce qu'ils vont le faire justement lors de leur migration. Donc, s'ils rencontraient les Néandertaliens, je pense quand même que c'est les Néandertaliens qui leur auraient mis la pâtée. Donc, il n'y a pas eu, ni dans un sens ni dans l'autre, on n'a pas du tout de charnier, par exemple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, actuellement, les hypothèses pour le Proche-Orient, parce qu'au Proche-Orient aussi, il n'y a plus de Néandertaliens, c'est plutôt ce que je vous expliquais tout à l'heure, la dilution génétique. Et nous, en Europe, ça serait plutôt un problème de démographie. Parce que grâce, là aussi, aux analyses ADN, on a montré qu'il y avait... On peut montrer dans un génome, dans une population, on peut montrer quand il y a peu de population. Parce qu'on a là une diversité très faible au niveau génétique. Et ça montre que c'est des petits groupes qui sont entre eux, qui se mélangent pas beaucoup, qui sont pas, et on a un peu de consanguinité, etc. Et donc, on voit ça à partir de 50 000 ans. Donc, probablement que c'est un problème de démographie. À un moment donné, c'était difficile. On constate au niveau de la démographie, par exemple, que les hommes, certains Néandertaliens ont jusqu'à 50 ans. Le vieillard de la Chapelle-aux-Saints, par exemple, en Corrèze, il a 50 ans. C'est beaucoup. Hein. Dans les périodes historiques anciennes, des fois, on n'arrivait pas. Hein. Donc, c'est vieux. Et il n'y a pas une femme qui dépasse 36 ans, 35 ans, 35, 36 ans. Pas une. Pourquoi ? Parce que non seulement il y avait les mortalités des enfants, mais les mortalités en couches. Parce que les Néandertaliens ont un très gros cerveau, plus gros que nous.
ramené à la à la masse en général, c'est à peu près équivalent. Mais n'empêche qu'ils ont un gros cerveau. Et on a fait les calculs, les bassins des Néandertaliennes, ça passe évidemment, hein, mais c'est juste. Donc il y avait sûrement beaucoup de mortalité. C'est pour ça qu'on a des fœtus aussi enterrés. Et donc là, probablement, c'était déjà juste. C'est-à-dire on a une diversité génétique très, très faible chez les Néandertaliens, surtout vers cette période-là. Contrairement au début de... Là, vers 50 000 ans, ça commence à baisser très fortement. Et quand on est 2, il faut faire 2, hein, surtout si personne ne fait 3. Hein. Donc ça peut aller très vite. Et on pense que probablement l'arrivée de ces hommes sur leur territoire... Les Néandertaliens du Proche-Orient, ils connaissaient les sapiens, puisqu'ils vivaient avec... Mais ceux de l'Eurasie, ils n'avaient jamais vu un sapiens. Et d'un seul coup, ils voyaient arriver des hommes qui leur ressemblent, mais pas tout à fait, et tout. Probablement que ça a beaucoup bouleversé aussi leur cosmogonie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on voit, nous, sur nos sites archéologiques? Eh bien, on voit une grande dispersion. C'est-à-dire que les Néandertaliens et les sapiens se sont évités. Donc, ils ont, au lieu d'aller à la confrontation, ils se sont évités. Donc, on a plein de petits sites de transit, des petits sites, des petites haltes, etc. C'est très mobile. Et ça a été fatal aux Néandertaliens. Parce que la mobilité, alors là, ça, c'est pas bon pour la reproduction. Hein. Donc, probablement, cette mobilité a accentué donc, la baisse de la démographie et jusqu'à un moment où ça a été fatal. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans ce processus-là, à la fois un problème génétique et à la fois un problème de démographie. Voilà, donc on vous ressent le tableau général. Alors peut-être que des personnes dans le public ont également des questions à poser à Marilène Patoumatis. Oui, parce que je vais faire passer le micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors je voudrais parler du site du Ré-Gourdou. Est-ce qu'on a du nouveau pour le culte des ours? Alors, donc au site du Ré-Gourdou, ça a été vraiment un site important. Hein, pour les gens qui savent pas, ça se trouve en Dordogne, à côté de Lascaux, à côté de la grotte de Lascaux. Et alors ce site, on a découvert donc un squelette de Néandertalien et aussi des squelettes d'ours bruns, pas d'ours des cavernes. Et donc c'est de là où est partie aussi toute une discussion à propos du culte de l'ours, parce que d'après les découvreurs, il y aurait eu notamment des remplacements de certains ossements du squelette par des ossements d'ours, et qu'on aurait aussi mis au-dessus de la sépulture des squelettes des ours, des squelettes d'ours. Donc il y a eu toute cette discussion. Alors actuellement, si vous voulez, d'après les nouveaux travaux et tout, on s'oriente plutôt vers quelque chose de consommation par les Néandertaliens du site des ours bruns. Donc ils auraient plutôt mangé ces ours, il n'y aurait pas... Pour ceux qui ont travaillé sur ce sujet, il n'y aurait pas de rite lié à l'ours brun. Voilà, l'histoire des coffrages, tout ça, la relecture, parce que c'est des découvertes assez anciennes, dans les années 50, avec Constant, le propriétaire, et tout, il y avait des discussions, parce qu'il y avait, à un moment donné, le squelette avait disparu. Enfin bon, il y a eu beaucoup de soucis, comme beaucoup de fouilles anciennes. Hein. Je veux dire, c'est pas comme maintenant où on est tout comme ça. Et donc, on a actuellement refait des trucs. On dit que tout ça, c'est probablement des choses plutôt naturelles, etc. Mais par contre, je rebondis sur ça. Vous avez tout à fait raison, parce qu'actuellement, on discute beaucoup, mais c'est sur l'os des cavernes. Parce que justement, il y a un rapport tout à fait particulier, apparemment, avec Néandertal, et ça, j'ai travaillé en particulier cette question, d'ailleurs, je l'avais mis dans Mangeur de viande, c'est qu'on ne sait pas la raison pourquoi les Néandertaliens n'ont pas consommé quasiment d'ours des cavernes. Même juste un tout petit peu, les derniers Néandertaliens, un tout petit peu. Mais sinon, ils n'ont pas fait. Et alors, c'est aberrant, parce que les ours des cavernes, c'est comme un grizzly, sauf que c'est un végétarien. Donc, il n'y avait pas cette agressivité, il y en avait plein et tout. C'est comme tous les ours, alors ça fait le malin, donc ça se redresse, alors là, c'est super. Donc, relativement facile à chasser. Et on s'interroge beaucoup sur le fait qu'il y a peut-être une relation tout à fait particulière avec l'ours des cavernes par cette non-chasse. Donc, certains émettent l'hypothèse, pourquoi pas, de totem, par exemple, que ce soit un animal
Parce que là aussi, les relations, on voit très bien, il y a des sites, il y a beaucoup de traditions culturelles. Les Néandertaliens, je vous dis, c'est plusieurs. Ça dépend où, ça dépend lesquels. Ceux de Crimée, c'est pas les mêmes font pas les mêmes traditions que ceux qui sont en France. Et on voit qu'il y a des traditions très fortes. Moi, je fais partie du clan des chasseurs de rennes parce que mon savoir-faire, mon apprentissage, c'est de tuer les rennes. L'autre, ça va être les chevaux. Et d'autres, on voit qu'il y a un respect pour certains animaux. Et l'ours des cavernes, qui est quand même l'ours, un animal, voilà, derrière l'homme, derrière l'ours, il y a l'homme. Hein. Donc, on pense peut-être que c'était de cet ordre-là. Alors, certains osent le terme totémique. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a beaucoup discuté. Alors que l'ours brun, moi j'ai pas mal de sites où il est mangé. Mais pas l'ours des cavernes. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà. C'est exactement. Voilà. Et il y a quelque chose, exactement, c'est ce qu'on appelle des totems. Donc, une relation particulière dans une cosmogonie, parce que là aussi, on est frustré. On peut pas. On voit qu'il fait des choses, mais on ne sait pas pourquoi il les fait. Pourquoi il a été à Bruniquel? Ah oui, je suis bavarde. Je vous parle, non, un site quand même, il faut que vous le connaissiez. Bruniquel, voilà, exactement, dans le Tarn-et-Garonne. Il y a un site incroyable, incroyable. C'est un site qui, en plus, est vieux. 176 000 ans. Donc, ce n'est pas les derniers et tout. Ils n'ont pas copié sur Sapiens et je ne sais quoi. Non, il n'y a pas de Sapiens. Ils ont été dans cette grotte à 336 mètres de l'entrée. C'est-à-dire qu'ils ont pénétré dans la grotte, dans ce monde souterrain qu'on pensait, là aussi, l'apanage seulement de cette activité de Sapiens pour aller peindre. Eh bien non, ils sont rentrés avec des petites lampes. Ils ne rentrent pas dans le noir. 300, très loin de l'entrée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Casser des stalagmites. C'est honteux, regardez compte. Casser des stalagmites. Ils ont récolté ces fragments, 400 fragments, et ils ont fait 2 structures ovales, une grande et une petite. Et il n'y a que des foyers. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là? Ce n'est pas un habitat. Il y a 0 silex, 0 déchets de taille de silex, 0 ossements d'animaux, rien. Donc, ils n'ont pas fait de cuisine. Ce n'est pas un habitat. Du tout, du tout, du tout. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est un lieu. Alors, on peut s'aventurer dans la spéculation de rituels ceci, de rituels ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un lieu domestique. Ce n'est pas un lieu pour vivre. C'était autre chose. En plus, vous imaginez bien, casser des stalagmites, des fois, ils sont à peu près, en plus, ils ont tous à peu près le même format. Ils ont vraiment fait une structure, donc ils ont cassé les stalagmites à peu près à la même taille. Vous vous rendez compte, sans masse. Là, ils n'ont pas cassé des nouilles, ce qu'on appelle, ou des fibules. Là, ils ont cassé des stalagmites. Déjà, je veux dire, ça a dû demander du temps, de l'énergie, etc., pour faire ces structures. Donc, vous voyez, ça, c'est... Là, moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont été faire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était d'un ordre symbolique. Voilà. Après, quel type de rituel, qu'est-ce qu'ils ont été faire, voilà. C'était... Et ils sont revenus plusieurs fois, hein, parce qu'on ne casse pas toutes ces stalagmites comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui est passionnant. Cette découverte, là, nous laisse perplexes. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? On peut tout après imaginer, mais ça, c'est le romancier. D'autres questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. D'accord, merci. Oui, là, on va laisser les ours, mais en fait, grâce au cannibale dont vous avez parlé tout à l'heure, apparemment, le système, disons, matriarcal était exogamique, d'après ce que vous avez dit, puisque en fait, les femmes venaient d'un autre clan. Hein. Donc, logiquement, c'est pas un problème de consanguinité qui a fait diminuer la population. Alors, j'ai oublié de préciser que quand ils ont fait ces analyses, il y avait de la consanguinité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, si je prends les termes actuels, hein, l'oncle avait été avec une nièce. Oui. Il y avait une forme de consanguinité donc, qui existait. Et dans d'autres sites, là, sur Etsidron, on a plutôt mis en évidence cette protection. Et seulement un cas comme ça. Mais dans d'autres sites, on voit qu'au niveau de la consanguinité vers ces périodes tardives, c'est-à-dire vers les 50, existe plus et plus important. Et il y a une faiblesse en plus au niveau de la diversité génétique.
Et donc en fait, c'est pas du tout représentatif. Les femmes mangeaient, mais qui venaient d'ailleurs. C'est pas représentatif de la population, si on peut dire. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je précise toujours que c'est dans ce site-là. Là. Je pense qu'il y a eu plein de choses différentes. Là, ça s'est passé là. Ce qui est pour nous important, c'est de savoir que ça existait, mais qu'il ne faut pas le généraliser. Et ça, je dis, il faut faire très, et même avec des étudiants et tout, qui ont tendance à essentialiser, tout est comme ça. Non. Et là, on a ça. Ailleurs, on a autre chose. Ailleurs, par exemple, justement, on a des choses où c'est une consanguinité. Ailleurs, malheureusement, on n'a pas encore fait de l'ADN de tout parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, malheureusement, des fois, le collagène n'est pas bien conservé. Donc, on ne peut pas faire d'ADN. Mais ce qui est important, c'est de dire, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça a été fait, même si c'est une fois. Enfin, je veux dire, même si c'est dans un site. Ça veut dire que ça existait. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs, ce n'était pas un autre système. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. En fait, c'est le problème d'échantillonnage là, que vous soulevez d'une certaine manière. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et pas dire l'homme de Néandertal avait ce type de comportement. Il faut dire les Néandertaliens d'Elcidron, il y a 55-45 000 ans, a eu ce comportement-là. Mais ce qui est quand même pour nous intéressant, c'est qu'il a eu ce comportement-là, même si c'est qu'une fois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je veux dire, ça, c'est important parce que nous, on travaille sur une échelle de temps énorme. C'est-à-dire que nous, là, par exemple, si je fais... Ici, nous sommes à la même période, en même temps. Donc, si vous voulez, là, je dois faire attention à ce que vous dites. C'est-à-dire que mon échantillon, je ne peux pas me permettre de travailler sur 2 personnes parce que je travaille en même temps. Mais là, moi, ce qui m'intéresse savoir, même s'il a fait une fois quelque part, il l'a fait une fois. Par exemple, je prends n'importe quel tailler un outil, s'il a fait des lames, il l'a fait une fois, ou il l'a fait. Et ça veut dire qu'il savait le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas, où je vous rejoins, et ça, c'est un des défauts qu'on voit, il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire tous les Néandertaliens faisaient comme ci, comme ça, et ils avaient tel comportement. Voilà, ça me paraît important. Vous avez quand même dit que en fait, les autres échantillons montraient plutôt de la consanguinité. Ça a l'air d'être plus fréquent que l'exogamie. Voilà, mais le problème, c'est quand vous savez très bien, quand je ne peux pas faire un test de student, quand j'ai 3 trucs, je ne peux pas non plus. Vous voyez. Donc, mais en tout cas, les 2 se pratiquaient. Ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est que les 2 se pratiquaient. Et on n'a pas les mêmes... Il y a quand même une donnée importante, c'est qu'ils n'ont pas le même âge non plus. Donc, ça peut être aussi... C'est pour ça qu'on va attendre, parce qu'ils n'ont pas le même âge non plus. Il y en a un on est plutôt vers 100, 120, et l'autre, on est plutôt vers 45, 50, vers la fin, quoi. Donc... Oui, du coup, ma question, c'était, est-ce que vous savez s'il y a eu des Néandertals en Bretagne et si oui, vers quelle année, enfin, quelle période? Et la deuxième question, c'est, donc, dans le Finistère, on a une grotte, là... de Ménez-Drégan à côté d'Audierne, formidable, ouais. Qui était occupé donc avant Néandertal. Et donc est-ce que mais on peut parler de pré-Néandertalien. Voilà, moi je m'aventure en disant, pour moi, j'en parle à mon dictionnaire, mais rien parce que c'est très important, parce que là on a les traces de feu. Ouais. Et là, indéniable. Du coup, ma question, c'était est-ce que ces populations de pré-Néandertal qui étaient là ont évolué vers Néandertal ici, ou est-ce que c'est des populations qui ont disparu pour faire place à des Néandertals qui venaient d'ailleurs? Non, en général, si vous voulez, dans ces parties-là, on a une évolution comme ça des populations qui sont à peu près régionales. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est pour ça que là aussi, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais vous posez des questions tous pertinentes. Actuellement, au niveau de l'anthropologie, si vous voulez, les Néandertaliens, il y a 4 grands groupes. Il y a les Néandertaliens occidentaux, les Néandertaliens méridionaux, les Néandertaliens orientaux et les Néandertaliens proche-orientaux. Alors donc, vous voyez qu'on est déjà dans ces 4 grandes parties. Donc, ça évolue au niveau régional. Il y a des différences minimes, mais il y a des différences. Alors, pour revenir à la Bretagne, le souci que nous avons en Bretagne, c'est, comme vous le savez mieux que moi, c'est granitique. Et donc, malheureusement, on a pas mal de sites, mais il n'y a pas d'os. Il n'y a pas de squelette. C'est très rare. Pour ces périodes-là anciennes, on n'a malheureusement pas grand-chose de conservé. Et alors, de temps en temps, on a des outils. C'est pour ça qu'on a quelques sites. Mais c'est vrai qu'au niveau, si vous voulez, du peuplement de ces régions, ce n'est pas très riche, la Bretagne. C'est pas très riche.
Alors, il faut voir aussi qu'à certaines périodes, il y a les transgressions et les régressions marines. Donc, il y a aussi des sites. C'est pour ça qu'on trouve des choses quand on drague, par exemple, soit la Manche, la mer du Nord, la Manche, etc., qu'on trouve des silex, qu'on trouve du matériel, des mammouths, etc. Parce qu'il y avait aussi des campements qui étaient au bord de l'eau et qui, au moment de la transgression marine, c'est-à-dire au moment du réchauffement, eh bien, évidemment, ont été recouverts par l'eau. Donc, mais c'est vrai que même en outils, il y en a un peu, mais on n'a pas beaucoup de sites. Et c'est pour ça que Grégan est très important, et surtout au niveau des foyers. Parce que là, on est sûr qu'à 400 000 ans, on a des choses, 420 000 ans, on a des choses extraordinaires, avec vraiment une sûreté sur le fait de la maîtrise du feu, parce qu'il y a des constructions de foyers. Alors, d'où date-t-il la présence de l'homme en Bretagne à partir de quelle période? Alors là, il y a beaucoup de débats, parce que comme l'absence n'est pas une preuve, encore moins la preuve de l'absence, quand on a des territoires comme ça, où malheureusement on n'a pas énormément de matériel conservé, c'est très difficile. Et là, on a des sites acheléens, probablement, on pense peut-être qu'il y a déjà une occupation vers 550, 600 000 ans. Voilà, on est dans cette coin-là. Mais je vous dis, il y avait peut-être plus vieux, il y avait peut-être... Parce que bon, il n'y a pas grand-chose, et c'est histoire aussi de mouvement. Donc c'est vrai que c'est une région qui est un peu difficile pour découvrir Alors nous allons déjà arriver au terme de cette rencontre. L'heure tourne. Je tenais à vous remercier, Marlène Botton-Matisse, merci à pour vous, votre venue, merci à vous pour cet éclairage.